Je suis géopolitologue. Donc, je considère que ce que je dois faire, c'est d'essayer de comprendre les situations mondiales et les affaires stratégiques de manière générale en grand angle. Et donc, à rebours de toute idéologie. Or, aujourd'hui, on ne fait plus, très peu, d'analyse géopolitique. Chacun a son camp, les médias mainstream sont là pour ça, pour forcer les gens à prendre parti, généralement de manière ignorante ou désinformée, carrément désinformée, c'est le cas dans le conflit présent. Et vous êtes immédiatement, si vous voulez, pro-Poutine, c'est pro-diable aujourd'hui, hein, parce qu'on est quand même face à un vrai problème qui est ce que j'appelle moi l'inversion victimaire, c'est-à-dire que c'est le premier qui tire, si j'ose dire, en déterminant la cible et le méchant, qui, à partir de là, a une espèce de position de surplomb moral qui interdit tout débat et toute réflexion sur une situation. Or, aujourd'hui, on est dans un conflit très grave, très dangereux, totalement, enfin, avec des développements aléatoires importants, que nous ne maîtrisons pas, que nous maîtrisons même de moins en moins. Et je pense qu'il est urgent de se forcer, quelle que soit la position ou l'idée qu'on peut avoir même soi-même vis-à-vis des pays, des États, on préfère certaines cultures, certaines civilisations, on a certaines idées, certes, mais il faut tout comprendre. Et donc le premier truc des géopolitologues, c'est de se mettre à la place des autres. Or, on voit bien que dans ce conflit, la Russie a été immédiatement diabolisée, cornérisée, pas depuis le 22 février 2022, depuis très très longtemps, certainement depuis 30 ans, un peu plus encore depuis l'arrivée de Vladimir Poutine il y a 23 ans, mettons, à peu près, et encore plus depuis 2014, depuis ce qu'on a appelé la révolution de Maïdan, un merveilleux coup d'État bien mené, qui a déclenché la préparation de l'Ukraine à un affrontement qu'on a progressivement, qu'on a mis en scène. Moi, je suis une légitimiste, comme je l'ai dit, c'est-à-dire je suis préoccupée de mon pays, voilà. Donc, on a le président qu'on a, la politique qu'on a, les politiciens qu'on a, bon. Donc, une fois qu'il y en a un qui est là, je dirais qu'a priori, il faut l'aider, puisqu'il est là. C'est lui qui incarne. Bon. Et j'avais d'ailleurs essayé modestement de donner quelques idées, quelques outils, bon, au tout début de la première présidence. Puis bon, j'ai abandonné, parce qu'en fait, il y a un on est dans la pensée magique. Donc on est dit des choses très intéressantes, très utiles, qui pourraient, si elles étaient suivies des faits, changer un peu la donne, permettre un petit canal de lien, de dialogue. On a besoin de ça aujourd'hui en Ukraine, avec la Russie. C'est évident, c'est évident. Donc voilà, mais après, si dès qu'on dit il faut discuter ou ne pas humilier la Russie, derrière on ne fait rien, ou alors on se fait taper sur les doigts et on dit oui, bon, très bien, ok, d'accord, bon, voilà. La parole de la France, elle porte encore sur la scène internationale? Non, elle porte enfin, je ne devrais pas dire ça, je vais encore avoir plein de problèmes, mais elle porte de moins en moins, forcément, puisqu'on n'est plus crédible. On a perdu notre crédibilité, on est en train de la perdre. Là, par exemple, notre président est allé en Chine. Voilà, j'allais vous demander, justement, qu'est-ce que vous avez pensé de ça? C'était très bien. Il est revenu en disant il faut que la France ne se lance pas dans les aventures américaines et comprenne qu'elle doit garder une marge de manœuvre. Bon, je pense qu'il a aussi pris à Pékin la mesure de quelques enjeux économiques qu'il fallait peut-être comprendre et qu'on comprend un peu moins quand on est à Paris. Donc il a été très, comment dirais-je, il a fait montre, en tout cas par ses paroles, d'un certain pragmatisme. Et puis derrière, qu'est-ce qui se passe? Rien. Et puis là, on en est dans la dernière initiative maintenant. La France, l'Allemagne et quelques autres cherchent comment ils vont pouvoir encore aider l'Ukraine. Mais c'est pas l'Ukraine qu'on aide. C'est le pouvoir ukrainien, la clique ukrainienne, les ultranationalistes ukrainiens qui, franchement, ont des méthodes et des références qui sont juste aux antipodes de ce qu'on appelle nos valeurs. Donc, on aide quoi? On aide les Ukrainiens à continuer à se faire
tués par milliers dans des opérations sans issue, sans espoir. Militairement, c'est clair, la Russie l'emporte. Et les Américains le savent très bien. Simplement, leur idée, c'est de faire durer le truc, faire durer, si j'ose dire, le plaisir. C'est-à-dire pour affaiblir la Russie sur le long terme. Mais ça se fait aux dépens du malheureux peuple ukrainien. Donc là, on devrait se retirer de cette... Pour moi, c'est de la... Quel regard, justement, c'est de la déréliction morale, quoi. Voilà. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. C'est humainement scandaleux. Or, on nous le vend comme, au contraire, la posture qu'il faut nécessairement prendre pour être démocrate, humain, etc. Alors déjà, le rapport de la démocratie avec l'Ukraine, moi, je veux bien, enfin, c'est un sujet de bac, ça c'est un truc, c'est très bien, j'en vois pas trop. Hein, ils sont quand même... la population ukrainienne, elle a été victime d'un coup d'État en 2014, de l'arrivée de Zelensky qui a été totalement téléguidé en 2019, sur le thème on va faire la paix avec la Russie, puis qui a changé, hop, à 180 degrés le lendemain de son élection ou presque. Je veux dire, voilà, arrêtons de parler de démocratie en Ukraine, non pas que les Ukrainiens n'en aient pas envie, mais ça n'est certainement pas l'état dans lequel ils sont. Ils sont sous une chape de désinformation, comme nous, sauf que nous, on ne se bat pas, on ne sacrifie pas nos vies, nos enfants, mais ils sont sous une chape où on leur a dit, en gros, il faut se battre, et où on a promis à Zelensky, tu vas rentrer dans l'OTAN, c'est son conseiller qui l'a révélé. Il y a eu cette interview où il a dit, oui, on savait très bien qu'on allait devoir faire la guerre à la Russie pour le compte de l'Amérique, mais que c'était le prix à payer pour rentrer dans l'OTAN. Ah, d'accord. Bon, alors donc qu'on m'explique quelle est la part d'humanité, quelle est la part de principe de liberté, de développement de ce pays. On sait très bien qu'une partie des armes et de l'argent qu'on donne s'envole, s'en va, disparaît, dans tout un tas d'autres pays, pour aller nourrir d'autres types d'insurrections, et notamment des insurrections islamistes, djihadistes, etc. Enfin, je veux dire, on est dans un truc qui est fou, mais on a une bulle. Il y a ce que j'appelle ce qu'on pourrait appeler la dissonance cognitive, c'est-à-dire il y a une bulle dans laquelle nous sommes emprisonnés et qui nous empêche de penser le réel. On ne veut pas le penser parce qu'évidemment, ça veut dire faire un sacré retour sur les décisions qui ont été prises. Et oser dire, non, c'est planté, faut hop, on met les bouts, on cherche... La France pourrait faire plein de choses. On décide d'être à l'initiative... Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Comment on peut faire pour stopper ce conflit? Mais alors, le problème, on est allé très loin dans l'escalade. Donc les Russes qui avaient des objectifs militaires au départ, contrairement à ce qu'on a raconté... Ils mettent quand même du temps à la gagner définitivement, cette guerre. Mais justement, regarde. Parce qu'au départ, c'était pas une guerre d'invasion de l'Ukraine. Ils sont entrés sur le territoire ukrainien avec 100 000 mecs, c'est quand même pas, ça suffit pas pour prendre l'Ukraine. Hein. Et de toute façon, ils n'en avaient pas les moyens militaires. Ce n'était pas l'objectif. L'objectif était d'arrêter le système, d'arrêter la pression en fait anglo-saxonne qui visait à faire basculer l'Ukraine à la fois dans l'UE et dans l'OTAN, de fait. Enfin, pas de fait, de jure, parce que de facto, c'était déjà un peu le cas depuis 2015. Donc, il s'est agi de faire ça. Il s'est agi de prendre Zelensky, de prendre sa clique. Bon, là, ça a échoué. Les Américains, voyant cela... Alors, après, il y a eu des négociations tout de suite, dans la foulée, au bout de quelques semaines de conflit, qui se sont tenues à Minsk, à Istanbul, etc. Donc, les forces russes qui entouraient Kiev pour faire pression ont commencé à se retirer de Kiev. Ça, on ne le dit jamais, mais c'est quand même le cas. Et à ce moment-là, les Américains, d'abord, les services secrets ukrainiens ont dézingué, enfin ont tué, ont assassiné 2 des négociateurs qui étaient en train de parvenir à un accord de paix. Parce que Zelensky, au départ, il a pris peur, en fait. Il a pris peur. Donc, 2 assassinats des négociateurs les plus effectifs. Et puis après, une pression occidentale sur le thème, écoute Toto, on te paye assez cher, maintenant tu vas faire la guerre. Okay, donc tu t'arrêtes pas. Donc ça, c'était la visite de Boris Johnson, c'était tout un tas d'autres échanges. Et donc, les Américains ont fait à ce moment-là un faux calcul, en se disant, bon, les Russes sont arrivés lentement,
Nous, on considère qu'ils auraient dû, pour prendre l'Ukraine, pour envahir l'Ukraine, avoir un dispositif bien plus fort, bien plus solide, bien plus lourd. Ils vont se planter, l'économie ne va pas tenir. Vous vous souvenez de ce que disait notre excellent ministre de l'économie. On va mettre l'économie russe à terre. À genoux, oui. À genoux. Hein. C'est la nôtre, en l'occurrence, qui est à genoux. Voilà. Et on va mettre cette économie à terre. Et donc, les États-Unis ont pensé ça. Ils ont fait un très mauvais calcul. Non seulement l'économie n'a pas été mise à terre, mais elle s'est mise en état de marche de guerre, d'économie de guerre. Et financièrement, ça a accéléré cette bascule du monde considérablement. Et Poutine, évidemment, c'est lui qui est entré en Ukraine, c'est incontestable, c'est évident. Mais que pouvait-il faire d'autre? Ce qu'on oublie toujours de dire, on fait comme si la guerre avait commencé le 22 février 22. Elle a commencé bien avant, elle a commencé des années avant, et elle a certainement commencé, jamais respectée, jamais, mais elle a commencé surtout à partir du début février 22, lorsque les forces ukrainiennes, qui étaient consolidées depuis des mois et des mois, grâce aux rotations de matériel qui ont commencé à s'intensifier dès la mi-janvier, dès la réponse négative des Américains aux propositions russes de traité de paix, de refonte de la sécurité en Europe, à ce moment-là, les Ukrainiens ont commencé à rebombarder massivement le Donbass. Donc qu'est-ce que vous faites quand vous êtes Vladimir Poutine? Soit vous ne faites rien. Vous laissez le Donbass, qui se fait déjà bien attaqué depuis des années, vous laissez ces populations russophones et vous prenez des gros risques politiques internes, pour le coup. Soit vous décidez d'agir, vous prenez aussi de gros risques. Est-ce que l'économie va tenir? Est-ce que le peuple va me suivre? Il les a pris, il a fait ce choix-là, plutôt que d'être si vous voulez, en arrière avec cette offensive qui arrivait dans le Donbass. C'est quoi la propagande de guerre, Caroline Galacteros? C'est quelque chose qui a toujours existé d'abord? Ah oui, ça, on va dire. Ceci dit, moi qui ai commencé à travailler toute petite dans les années 90, il y avait énormément aussi de désinformation concernant les Balkans. Énormément. Milosevic égale Hitler, les barbelés des camps dans le mauvais sens, enfin je veux dire, ça n'arrêtait pas. Capacité à trier l'information, à ne passer que les attaques serbes, à ne jamais dire quand c'était une représaille. Bon, tout était déjà enclenché. Et il y a eu, dans tous les... Je ne vous parle même pas de la guerre du Golfe, les bébés, les couveuses, les machins, Timisoara, on en a eu tellement. Bon, donc ça existe de toute éternité. Pardon ? La Syrie, n'en parlons pas. Si on pourrait en parler d'ailleurs, parce que c'est passionnant, mais bon. Sur les Russes, par exemple, il faut une intense propagande, ça vous le met pas. Mais évidemment, voilà, évidemment, tout le monde fait de la propagande. Tout le monde fait de la propagande. Après, il y a la propagande que l'on accepte. Déjà, c'est quoi les caractéristiques de cette propagande ? Là, cette fois-ci, je pense, j'ai jamais vu quelque chose d'aussi intense. C'est-à-dire, il est impossible de parler de ce qui se passe sur le terrain. L'armée russe est en short, l'armée russe va chez Decathlon pour s'acheter des gilets. Poutine a 50 cancers. Poutine, là, ça va pas du tout. Voilà, la rate, la bile, le foie, les reins, la vésicule biliaire. Enfin, on sait plus ce qu'il... Voilà. Il va très très mal, cet homme. Il va mourir. On est dans un truc. Mais on est surtout dans pour moi, dans un verrouillage, une ossification des positions des uns et des autres. Il y a les bons et les méchants, mais là, vous ne pouvez pas sortir. Si vous commencez, et je l'ai vécu, comme d'autres, si vous commencez... Tout le monde ment. Les Américains mentent. Les Américains, ils mentent. En France, on ment. Mike Pompeo a expliqué lui-même que le job de la CIA, c'était de mentir, de tricher, de tuer. Et puis en plus, on a les outils aujourd'hui pour que tout le monde mente. C'est-à-dire des outils, on a les réseaux sociaux qui sont utilisés, il y a Twitter, il y a YouTube, il y a les chaînes de télé. Oui, il y a une amplification de tout ça. Aujourd'hui, contrairement aux autres conflits, et c'est quelque chose qu'on retrouve dans toutes les sphères, dans tous les sujets, le débat n'est pas possible. C'est très mal
manichéen, c'est blanc ou noir, il n'y a jamais de gris. Et si vous faufilez un petit peu vers la Russie, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, vous êtes pro-Poutine. Mais on a vécu ça aussi pendant la pandémie. Et d'après vous, c'est dû à quoi? C'est quoi? C'est la personne qui nous gouverne qui engendre ça? C'est quoi? C'est les gens qui sont à la tête de l'Union européenne qui engendrent ça? C'est la moralisation jugée nécessaire de tous les débats pour éviter la réflexion. Donc, il faut très vite, c'est ce que j'appelais l'inversion victimaire, il faut très vite, il faut être le premier à tirer. Et donc, le premier à déterminer la limite droite et la limite gauche. Il faut gagner la guerre de la communication. Ouais, mais au tout début, en amont. Donc, Poutine entre en Ukraine. Et lui, il l'a gagné ou l'a perdu? Ah, lui, il l'a perdu. Ah non, bah lui, mais il a perdu en Occident. Mais oui. Est-ce qu'il a perdu dans le monde entier? Dans le reste du monde, c'est une victoire éclatante. Et je pense que c'est sa victoire principale. C'est-à-dire qu'il a démontré concrètement qu'on pouvait s'opposer à l'Empire occidental d'une manière victorieuse. Et c'est ça qui a accéléré tout le reste. Voilà. En même temps, les gens qui promeuvent cette propagande, c'est quand même pas des hauts level. Quand on voit BHL et ces gens-là, comment le téléspectateur peut croire à l'absurdité de tels personnages? Ce qui est dangereux aujourd'hui, je trouve, avec la propagande sur l'Ukraine, c'est qu'elle donne l'illusion d'une liberté. Parce qu'il y a beaucoup d'émetteurs, en réalité, ils utilisent tous la même source. Et autant la propagande a toujours existé, on se rappelle, durant la guerre de 14, le bourrage de crâne, etc., mais elle a atteint avec le Covid et aujourd'hui avec l'Ukraine, une échelle vraiment industrielle. J'ai été l'un des premiers à parler d'une grande chaîne de télévision en 3 lettres, de dire attention, là quand on arrête la publicité pour dérouler toute la journée... Non, on peut le dire, vous parlez d'LCI. LCI. H24, un discours pro-Ukraine, on n'est plus dans l'information, on est dans une opération commerciale. Quel est leur rôle dans la propagande, selon justement ces chaînes d'information? Relais, caisse de résonance, comme disait Vladimir Volkov, qui était un bon théoricien de la question. Il y a 30 ans. Pensez quoi de tous ces généraux experts de plateau là, qui nous a expliqué à longueur de temps ce qu'il faut penser sur la guerre? Je pense que c'est une honte. Et Eric, je pense que c'est une honte. Parce que dans le cas précis de LCI, on a donc un groupe de construction qui, à mon avis, en tout cas c'est l'analyse que j'en fais, attend les dividendes de la guerre. C'est-à-dire, mais lesquels? La reconstruction de l'Ukraine. Les marchés. Ah bah alors là, les Américains ont pris, on le sait. C'est-à-dire qu'on s'est fait avoir en plus. Je veux dire, comme d'habitude, comme les Balkans, c'est la même chose. Nous sommes entre guillemets de bons petits soldats du mensonge, mais quand il s'agit de reconstruction, on fait pas le poids. Et il y a bien longtemps que tous les comment dirais-je, tous les chantiers de la reconstruction sont en main. Mais dites-moi, parce que on a quand même en France les fact-checkers qui constamment viennent dire voilà, vous mentez, vous dites ceci et cela. Vous êtes pro-Poutine. Vous êtes pro-Poutine. Mais eux, derrière, on leur dit jamais rien. Et est-ce que, par exemple, l'Arcom, qui doit contrôler un peu ce qui se dit dans les médias, est-ce que l'Arcom agit, par exemple, sur LCI? Est-ce que l'Arcom dit des choses? Est-ce qu'il leur envoie des mises en demeure, des choses comme ça? M'étonnerait ou c'est que à André Berkoff? Et je me permets surtout de poser la question de Mike. Il y a des internautes qui ont mené un travail sérieux sur le financement de ces fact-checkers. Est-ce que vous diriez aussi que le financement des fact-checkers est lui-même un objet d'instrumentisme? C'est le fonds Marianne aussi, au passage. Le fonds Marianne, avec des services derrière, des services de renseignement, par exemple outre-Atlantique, qui financent un certain nombre d'organismes de presse. Bien sûr, d'organismes de presse, comme d'ailleurs d'ONG, qui sont maintenant aussi un relais considérable, de réseaux associatifs, qui sont un relais considérable de la propagande. Mais finalement, une question un peu provoque. Qui est finalement vraiment légitime pour s'exprimer sur ce conflit? Parce que c'est ça la question. Est-ce justement ceux qui n'ont pas d'intérêt? Et d'ailleurs, nous sommes toujours accusés d'être démargés au Kremlin. C'est totalement délirant. Et quand vous portez plainte, on vous explique que ça ne sert à rien, que vous n'avez qu'à aller prendre des... Moi, j'ai porté plainte pendant la campagne. Contre qui?
contre Brice Couturier. D'accord, pourquoi? Parce qu'il avait dit que j'avais des liens financiers directs c'est une diffamation. avec le... Pardon? C'est une vraie diffamation. Oui, avec le... C'est même plus qu'une diffamation, c'est de la calomnie. Avec le maître du Kremlin en personne. Voilà, ça se saurait, mais enfin bon... Et donc il dit ça à l'antenne comme ça? Non, il dit ça sur un tweet, mais il chasse en meute, tous ces gens. Ils chassent en meute. Donc moi, je tweete très peu, mais quand je fais un tweet, j'en ai 10, 15, 20. Mais ces gens sont aux commandes, et on les laisse aux commandes. On les laisse aux commandes parce qu'ils représentent ce que souhaitent voir dit et pensé dans les médias et autour l'establishment politique, en fait, du pays, qui, lui, est aligné, qui, lui, ne se désaligne pas. C'est pour ça que je disais que tant qu'on est aligné, on est totalement... et vous l'avez condamné ou c'est en cours Ah non, il ne s'est rien passé. C'était pendant la campagne. Et j'ai été rappelée par le commissariat 2 jours après, à mon dépôt. Parce que généralement, je ne fais rien, en fait. Je traite par le dédain. Mais là, j'avais trouvé ça tellement infamant. Je suis allée donc porter plainte. Et 2 jours après, on m'a rappelé. Et les policiers, bien gênés, m'ont dit, écoutez madame, on ne peut pas, on a des instructions du parquet. Du parquet? Mais ça, 10 ans, mais c'était pendant la campagne. C'est une diffamation publique, normalement ça doit arriver en justice. Donc il fallait que je prenne un avocat, que je paye un avocat, que ça dure 6 mois. Bon, moi j'ai autre chose à faire. Donc voilà. Mais on m'a dit qu'il ne serait donné. L'instruction, c'était qu'on ne donnait pas suite aux plaintes pour diffamation pendant la période électorale. Et pour quelle raison? Je ne sais pas. C'est antidémocratique. Oui, mais bon, voilà. Si vous voulez, moi, j'ai tellement d'autres soucis. Pour revenir au sujet de la propagande, vous irez jusqu'à comparer la propagande russe à la propagande occidentale? Non, parce que les Russes, comme les Serbes... C'est qu'on va vous le reprocher d'ailleurs, si vous justement... Hein. Non, parce que allez voir les chaînes russes. Allez voir les chaînes russes et même les émissions, d'ailleurs, c'est compliqué. Oui, mais enfin bon, avec un VPN, avec un truc, on peut voir quand même les émissions. Il y a une grande... Alors, ce qu'on ne comprend pas, déjà, en France, quand on parle de propagande russe, c'est que entre guillemets, il y a une grosse pluralité et une grosse dose de critique de la manière dont Vladimir Poutine et les forces armées mènent cette guerre. C'est-à-dire qu'en Russie, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas le peuple qui est contre la guerre, c'est une partie des élites et probablement aussi du peuple, parce que c'est des émissions extrêmement populaires, comme Soloviev et compagnie, où vous avez des gens qui disent « mais ça va pas assez vite, ça va pas assez fort, ça va durer combien de temps ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Pourquoi vous cherchez à préserver les civils ? Pourquoi vous... » Bon, parce que maintenant c'est en train de changer, mais pendant au moins jusqu'à décembre, là, les options tactiques, c'est pour ça que c'est lent. Les options tactiques russes n'ont rien à voir avec celles des Ukrainiens. Les options tactiques, c'est une guerre dite d'attrition, donc d'usure de l'appareil militaire ukrainien et de préservation des civils. Et c'est pour ça que l'ONU a bien été obligée de reconnaître qu'il y avait environ 10 000 morts dans ce conflit depuis 15 mois. En Irak, au bout de 2 mois, je ne vous donne pas le... Mais en termes de propagande, Zelensky, quand même, est assez fort parce que... moi, c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille, parce que je me dis, quand on est en temps de guerre, on ne peut pas faire des choses pareilles. Enfin, un coup de Vogue. J'ai halluciné quand il a fait la couverture de Vogue, ça a choqué personne en France. Mais franchement, il faut être complètement débile pour... Et sa femme qui fait des courses à pour ne pas avoir des clignotants. Il veut parler au Festival de Cannes, il veut parler à l'Assemblée. Oui, mais parce que tout lui est ouvert. Oui, mais c'est juste hallucinant. Quand on est en temps de guerre, on ne fait pas ça. On sent que Zelensky... c'est un type, une sorte de Coluche qu'on a fabriqué, qu'on a bien bordé, on a fait du marketing sur lui, on a pris une femme, et pareil, on les a, j'imagine, formés. Et ça continue.
Je suis sûr quand même qu'on les a habillés parce que le gris vert, ça vient pas de lui. Pas de lui, voilà. Donc on sent que derrière, il y a comme que dirait des sortes d'agences de communication importantes, ou peut-être même des cabinets, peut-être des McKinsey aussi. On ne sait pas. Vous savez, en Yougoslavie, il y a eu des agences américaines qui se sont occupées des musulmans de Bosnie et d'Alija Izetbegovic et de tout ce qu'il y avait autour dès 1990. Dès 1990. Mais est-ce que quand même, dans un monde, justement, Mike le rappelait tout à l'heure, et puis on en est même la preuve nous-mêmes, dans un monde donc où il y a de plus en plus quand même de médias alternatifs, Internet permet de s'informer, la propagande, est-ce qu'elle a encore autant d'effets? Est-ce qu'elle n'est pas que cosmétique finalement à l'arrivée? Alors, le problème déjà, c'est que nos élites vivent dans LCI, on cette challenge, cosmétique. excuse-moi Rémi, mais je pense qu'à notre petit niveau, on challenge LCI au niveau de l'influence. Si ce n'est même, je pense... Mais au niveau audience... Non, mais je ne parle pas d'audience, je parle d'influence. Ne te mésestime pas, tu fais plus d'audience que LCI. Le quart d'heure moyen, tu as raison, le matin. Oui, tu as raison. Non, et en termes même d'influence, parce que... Alors, je pense que l'avantage dans le désavantage de cette massification de la propagande, c'est toute cette réinformation ou cette information tout court. Parce qu'en fait, les médias mainstream n'informent pas. C'est même pas de la désinformation où vous truquez un peu l'info, etc. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe. Voilà, ça n'a juste rien à voir. Mais la question, c'est est-ce que les gens y croient tout ça? Je pense qu'ils y croient de moins en moins. Et surtout, il y a un moment où la bulle, par exemple là, en ce moment, on est à un turning point, un tournant dans cette guerre. Là, ça fait quand même 10 mois qu'on nous explique tantôt que Bakhmout ne sert à rien, n'a pas d'importance stratégique, tantôt que l'Ukraine va l'emporter, tantôt que ci, tantôt que ça. Alors qu'en fait, l'objectif de Zelensky, c'était essentiellement de continuer à demander encore plus d'armes, encore plus d'argent. Et les Américains étaient d'accord pour faire durer l'affaire, même si à un moment donné, ils lui ont dit, tu sais, quand même, ça va se retourner contre toi, tu perds trop d'hommes. On voit bien que tout ça a ses limites. C'est-à-dire, aujourd'hui, Bakhmout est perdu. Voilà, c'est fini. Tout ça pour ça. Et là, les gens vont commencer à comprendre. Oui. Moi, excusez-moi, je ne suis pas la spécialiste en géopolitique et j'aimerais comprendre quel est l'intérêt pour les États-Unis de faire cette guerre en Ukraine, parce que bon, l'Ukraine c'est quand même un tout petit pays. C'est un grand pays. Oui, bon, c'est un grand pays, mais c'est pas un pays qui comptait sur la scène internationale jusqu'à présent. Donc, l'Ukraine, c'est géopolitiquement, depuis très longtemps, pour les géopoliticiens américains et anglais et britanniques, c'était extrêmement stratégique, parce qu'il y a un lien consubstantiel avec la Russie, que donc affaiblir l'Ukraine, c'est toucher la Russie et le monde russe, premièrement. Et deuxièmement, si vous prenez une carte, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, après 5 vagues d'élargissement de l'OTAN, il reste quoi? Il reste l'Ukraine et la Géorgie, qui sont importantes. Bon, il y a aussi la Moldavie, etc. Mais l'Ukraine et la Géorgie sont la dernière bande, le corridor qui était une sorte de... pas de no man's land stratégique, mais de buffer zone, de zone tampon entre l'Alliance Atlantique et la Russie. Et c'est ce qu'explique Vladimir Poutine depuis des années. Depuis 2007, il dit « c'est ma ligne rouge ». C'est ma ligne rouge. C'est très nouvelle guerre froide, puisqu'on était quand même arrivé à un espèce de consensus entre les forces américaines. Mais l'enjeu, c'est l'Eurasie. L'enjeu, c'est l'Eurasie. Derrière la Russie, il y a l'Eurasie. Alors d'abord, il y a un enjeu européen qui était, et c'est en cours, et c'est fait depuis le sabotage de Nord Stream 1 et 2, c'était de séparer la Russie de l'Allemagne. Qui a saboté Nord Stream 1 et 2 C'est les anglo-saxons. Et de tenir l'Allemagne, de tenir l'industrie allemande et de la casser, de la mettre sous... Bon, de prendre toute l'Europe sous... dépendance énergétique, c'est fait, c'est en cours. On voit bien ce qui se passe. Voilà, ça nous coûte 4 fois plus cher que le truc russe, mais quand c'était le gaz russe, on nous disait mais c'est horrible, nous avons une dépendance vis-à-vis de la Russie. Alors la dépendance vis-à-vis des États-Unis, on trouve ça formidable. Bon, ok, voilà, ça ruine nos économies, ça ruine nos industries, ce qui nous en reste dans notre cas, mais pour les Allemands, c'est dramatique. Deuxième enjeu, c'est de faire passer la Pologne
en numéro 1 comme allié pivot américain en Europe. Et c'est en cours. C'est en cours. Non, mais c'est en cours. Regardez. Non, mais c'est en cours. Comment Pologne nous regarde contre l'Allemagne. La Pologne a une influence dingue dans le Bistro Liberté. Sachez qu'en Pologne nous regarde, hein, et il y a des Polonais qui m'ont appelé, ils m'ont dit ouais, on t'a vu sur le bistrot. Donc je fais un peu attention parce que si je retourne un peu au pays là, j'ai pas envie de me faire fusiller, donc faut pas que je dise de conneries quoi. Ah, puis il y a les listes, hein, il faut faire attention. Ouais, faut pas que je dise de conneries. Bon, voilà. Donc ça, c'est les enjeux américains pour l'Europe. Je vous reprends, c'est de faire donc la Pologne le principal allié des États-Unis et donc en gros de détruire l'Allemagne et la France. Ah bah la France, oui, mais la France, là, je crains qu'on soit déjà quand même mal barré. Et les Allemands, ils sont en train d'essayer de sauver un peu leur mise en se rendant à Canossa et en faisant tout ce que les Américains leur demandent, notamment en matière militaire vis-à-vis de l'Ukraine. Les Allemands qui sont d'ailleurs rentrés en récession. Ah bah oui, les Allemands qui sont en récession. Donc ça, c'est en Europe. Après, si vous prenez la carte, vous vous rendez compte qu'à partir du moment... Et les Russes l'ont tellement expliqué, c'est tellement évident. Si vous mettez l'Ukraine formellement dans l'OTAN, et c'est pour ça que ce conflit va durer, parce qu'il va falloir le rendre ingérable, gelé, compliqué, etc. Parce que tant qu'un pays a un conflit sur son territoire, il ne peut pas rentrer formellement dans l'alliance. Bon. Donc... Et c'est pour ça aussi que les Polonais ont un projet de lien entre l'Ukraine et eux. C'est toi ça. Pour que l'Ukraine rentre dans l'OTAN en étant une partie. Avec les Russes. Non mais moi je le dis. Moi je viens d'une famille. Moi je suis né en Pologne. J'étais dans les années 80. J'étais à l'époque de Solidarność. Je suis 81. Donc je suis venu dans les années 90 ici en France. Moi je viens d'une famille russophobe. À un niveau fou. Je m'appelle d'ailleurs Mike parce qu'en fait je porte le prénom de mon église, mais qu'on a mis en anglo-saxon juste pour emmerder le régime. Mais vraiment, donc c'est côté, c'est militant. Pas un pseudo. Non, c'est pas un pseudo. Notre église, là où je suis né, s'appelle Michał. Donc je viens de Michał, c'est-à-dire Saint Michael. Et donc voilà. On a donné un prénom anglo-saxon. En plus, j'ai un peu de famille en Amérique. Donc voilà, j'ai tout le... Et moi, ma famille disait... Non, mais moi, ma famille disait... J'ai encore mon passeport, vieux passeport en russe de l'époque. Et à l'époque, il faut savoir que quand c'était communiste, mes grands-parents étaient médecins. Il fallait qu'ils écrivent une fiche de tous les ans. Enfin, bon, c'était comme ça. Parce que le communisme, c'était aussi un régime de contrôle. Hein, et les Russes, sur le contrôle, ils s'y connaissent. Ah, ils s'y connaissent. Il faut savoir. Bon. Et ils disaient qu'ils avaient de la famille en Amérique et du coup, ils disaient, oh là, les Borovski, ils sont suspects. Et donc moi, je suis très dans ça. Après, moi, j'essaie de garder comme une forme de neutralité et d'être un minimum intelligent parce que les Ukrainiens, c'est pas des saints, comme on veut bien le dire. Moi, je connais bien les Ukrainiens et bon, c'est un peu compliqué, hein, pour pas dire plus. Mais il faut savoir que la Pologne et la Russie ont toujours fait la guerre. D'ailleurs, la Pologne, c'est le seul pays qui a envahi la Russie et le roi de Pologne a été tsar de Pologne. Et il a envahi la Russie parce qu'il voulait, en gros baptiser tout le monde à la chrétienté romaine. Voilà. Et donc du coup ça ira jusqu'au bout. Les Polonais iront jusqu'au bout, se font une armée. Alors Caroline répond. Mais oui. Alors cette zone, je suis d'accord. Cette zone, c'est le seul, c'est une zone tampon pour la sécurité de la Russie. C'est une évidence. C'est-à-dire qu'une fois qu'il y a des bases militaires OTAN avec des missiles en Ukraine, les Russes l'ont expliqué, ils l'ont encore redit récemment, c'est 4 minutes. 4 minutes. Ils ont 4 minutes pour réagir. C'est juste. Voilà. Hein, on a failli faire une guerre atomique avec Cuba à 150 km de la Floride. Voilà. Là, on est à 4 minutes pour pouvoir taper les principales villes russes. Donc ça n'est pas possible. Et les Russes n'ont jamais rien demandé d'autre que la conservation du statut de neutralité stratégique de l'Ukraine. Donc nous avançons, nous avons voulu, et derrière cela... C'est là que l'Europe fait une erreur cardinale, c'est que le développement économique futur de l'Europe, il est vers l'Eurasie. Il faut qu'elle aille à la rencontre du projet chinois des routes de la soie. Je vais vous dire une chose. Et elle ne le fait pas. Je vais vous dire une chose. Regardez,
Parce qu'on critique aussi, on critique souvent des Polonais. Donc elle a besoin de la Russie. Regarde ce que fait ton gouvernement, machin. Bon, bref, ok. Mais il y a aussi une chose, c'est qu'en Pologne, a toujours eu des liens avec la France. Toujours. Depuis Henri III de Valois, Napoléon, etc. Ouais. Bon. Mais les Polonais se sentent excessivement maltraités par la France, qui les insulte constamment. Je me rappelle à l'époque Chirac, ils disaient ouais mais taisez-vous. Pareil pour Monsieur Macron. Bon, les Allemands, j'en parle même pas. Voilà. Donc eux, ils sont persuadés, et je pense à juste titre, que le seul pays qui est assez fiable militairement, c'est l'Amérique. Parce qu'ils n'ont pas confiance dans l'Europe. Oui. Ils n'ont pas confiance dans la France. Ah, mais ça, c'est sûr. Chose que je ne comprends pas, parce qu'on est sur quand même une vision du monde assez bipolaire. Les États-Unis à côté, la Russie de l'autre avec la Chine. Pourtant, j'ai le sentiment, quand je vois ce qui se passe à l'échelle européenne, et même aux États-Unis, c'est qu'on prend quand même beaucoup de choses chez eux, de la Russie et de la Chine, comme le contrôle numérique, comme, on a vu toutes ces choses comme le contrôle, comment on appelle ça, facial. Et du coup, Schwab a reçu quand même la médaille de l'amitié par la Chine, ce qui est quand même un fait assez rare. Monsieur Raffarin aussi est très proche de la Chine. Donc du coup, moi, c'est vrai que j'ai l'impression des fois quand même que cette opposition est un peu jouée, mais qu'elle n'est pas si réelle que ça. Parce que quand je vois ce qui s'est passé, vous allez dire, elle fait une fixette sur Covid, mais quand même, on a suivi la politique de la Chine en long et en travers. Donc moi, cette bipolarité de deux clans différents, j'avoue, j'ai un peu du mal à y croire. Mais c'est peut-être mon côté complotiste que j'assume ce soir exceptionnellement. Juste, comment expliquer que cette rhétorique du camp du bien, puisqu'on vient au sujet de la propagande, contre le camp du mal fonctionne toujours quand même. C'est quand même indéniable aujourd'hui que ça marche encore quand même. Mais parce qu'il est difficile d'avoir le courage de dire que les choses sont plus compliquées que cela. Vous êtes, mais même dans les dîners, oh là là, mon Dieu, je suis terrible. Non, mais... Vous êtes immédiatement stigmatisé comme un être mauvais, cynique, inhumain, antidémocrate. Enfin, je veux dire, il y a une telle masse, il y a une telle charge de critique et de négativité associée à, en fait, l'observation pragmatique des choses, ou équilibrée. Il n'y a plus d'équilibre. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un univers où ceux qui se considéraient comme un empire hégémonique et qui croyaient que l'hégémonie pourrait se poursuivre sont face à un mur. C'est fini. C'est en train de tomber, cette vision hégémonique. Donc, ils essaient à toute force, et d'une manière assez tragique, finalement, assez dérisoire, mais le problème, c'est que ça fait des dégâts tant que ça dure. Ils essaient de maintenir cette hégémonie en verrouillant les vassaux, en cherchant d'autres, en détruisant, en déstabilisant, en fragmentant. Ça, c'est un fait. Et en recréant une bipolarité, alors que du côté des autres, c'est-à-dire si vous écoutez les Chinois, les Russes, etc., ils ne veulent pas de bipolarité. Ils veulent la multipolarité. Ils revendiquent la multipolarité du monde et la réhabilitation des Nations Unies, qui sont quand même juste en morceaux. Pourquoi ? Parce qu'en 1990, à partir de la fin de la guerre froide, on est parti dans un élan unipolaire, en fait. Allez, les 5 dernières minutes, j'aimerais bien vous écouter aussi. Greta Bibian et Rémi Tel. En plus, à l'époque, présenté comme un truc multipolaire, c'est quand même dingue. C'est nous qui théorisons la fin de l'histoire pour se dire « Ah ben non, en fait, on s'est trompé, on revient dessus, ça fait 20 ans, enfin bon. » Mais ce que tu disais tout à l'heure, Myriam, comment les gens ils continuent à adhérer au truc, parce que je pense qu'ils n'ont pas remplacé l'information par une autre. Moi, je vois beaucoup de gens qui commencent effectivement à voir qu'il y a un problème dans les médias mainstream et qui vont donc aller regarder dans des médias alternatifs. Mais ils ont, et c'est normal, une sorte de réflexif du juste milieu.
qui consiste à dire, ouais, dans les médias mainstream, ils disent quand même beaucoup de conneries, mais dans les médias alternatifs aussi un peu, donc la vérité doit être fatalement, alors que c'est pas comme ça que ça marche, c'est un Sophie, à peu près au milieu. Moi, je le vois, par exemple, avec des gens proches dans ma famille qui sont en mode, oui, là, j'ai quand même bien compris que TF1, donc je vais regarder un petit peu, puis bon, bah, les deux doivent exagérer, donc ça doit être un peu, c'est le sophisme du juste milieu, si tu veux. Et beaucoup de gens sont dans ça, ils ont intégré qu'il y avait une information alternative, mais ils n'y conçoivent pas, ils mettent dedans pas beaucoup plus que un correcteur occasionnel de l'information mainstream au cas où eux-mêmes aient un doute. Mais ils vont pas s'alimenter sur ce flux de réseau alternatif. Ils regardent la télévision et quand ils disent, là c'est quand même bizarre le coup de Pujadas et Fabu Créel, je vais aller regarder. Et puis là, ils vérifient que... Mais ça reste un réflexe de correctif. Tu vois ce que je veux dire? J'ai une petite annonce sur elle. Dis-moi. J'ai une annonce. J'organise le 3 juin, 10h30 à midi, à Radio Courtoisie, un débat à la Pouédie Xavier Moreau. Bon, ça va être quelque chose. Voilà. Non, mais ça, et il y a des choses qui vont être dites et sorties. Elle est exceptionnelle. Non, mais elle est exceptionnelle, cette la Pouédie. Ah, bah elle a eu une autre vie, quoi. Ouais. C'est quoi, là? Qu'est-ce que il y a même plus de mots, là, pour décrire? C'est du mercenariat médiatique. Et d'ailleurs, cette émission sera peut-être l'occasion de mettre à jour certaines choses quand même. Bah, bien sûr qu'elle est invitée tout le temps, parce que nos médias mainstream font du CNN au rabais, quoi. Donc il faut des nanas. Il y avait Sergei Girnov aussi, qui était pas mal dans ce domaine. Très bon le Girnov. Très bon le Girnov. Alors là, pour décrédibiliser le KGB, là, c'était vraiment le truc, ça. Ils sont conscients du jeu qu'ils jouent ou ce sont les idiots utiles de la désinformation Moi, je américaine? pense que ce sont des idiots utiles. Ouais, ce sont peut-être des idiots tout court. Mais le pigiste, regarde l'interview de la patronne de BFM, elle te dit cash. Alors moi, en tant que patronne de BFM, j'assume qu'il faut de temps en temps, comment ils disent, pour ne pas fragiliser le régime, particulièrement en période de guerre, /pandémie, /factieux, /extrême droite, /chômage, ce que tu veux, affaiblir le discours présidentiel. Donc je pense que les gens qui sont à la tête de ce truc-là l'assument. Bolloré, quand il est reçu au Sénat et qu'on lui demande pourquoi est-ce qu'il achète des chaînes de télé, il dit « Attendez, je suis déficitaire économiquement, hein, je m'achète de l'influence, du pouvoir, du contrôle. » Donc lui, il dit son truc, mais après, dans le pigiste de base, non, je crois qu'il est... Il fait bien... Enfin, il fait ce que... Je pense que les journalistes y croient, ce qu'ils disent, oui. Mais je pense surtout que les journalistes travaillent de moins en moins. Les journalistes n'ont pas de connaissances là-dessus. N'ont pas le temps d'aller au fond. Ils n'ont pas le temps. Non, mais ils n'ont pas les connaissances. Quand tu vois que des mecs. On débat tous ensemble. C'est les connaissances qu'ils n'ont pas en géopolitique. Employés qui étaient employés de mairie s'improvisent depuis 3 ans fact-checker alors qu'ils ont 0 diplôme. Tu parles de qui, là? Je ne citerai pas non. Ils s'inventent une vie de politologue, etc. Alors qu'ils sortent de nulle part. Faut pas. Franchement, faut pas. Faut pas se demander, il faut pas aller chercher plus loin. On m'a raconté dans un grand journal que chacun reconnaîtra, des journalistes qui me racontent qu'il y a des appels des fois à la direction en disant en ce moment ça vend bien en Ukraine, donc on va se calmer sur un discours lucide à propos du conflit. Non, surtout pas. Bon, juste dernière question. Quel conseil vous donneriez à ceux qui nous regardent et qui nous écoutent pour s'y retrouver dans ce marasme d'information et de propagande? Pour faire le distinguo. C'est pas facile. Hein. Alors déjà, tout phénomène massif est suspect. Donc, quand vous avez une unanimité mais la nuance, étonnante, a priori, il faut pratiquer le doute. Deuxièmement, il y a un certain nombre quand même de sites et de... Alors, il faut souvent parler l'anglais, mais même, il y a quand même un certain nombre de gens qui aussi traduisent ou reproduisent des analyses, de très bons analyses, généralement du renseignement, généralement anciens mili, américains ou même britanniques, parce que même en Grande-Bretagne, il y a des gens qui sont préoccupés de chercher ce qui se passe et qui ont des sources sur le terrain, etc. Donc si on veut vraiment se renseigner, on peut aller voir Géopragma, mais Géopragma ne publie pas beaucoup. Voilà. Mais on peut m'aider à en faire quelque chose de bien, parce que c'est pas facile, c'est pas simple quand on ne veut pas avoir de dépendance financière. On peut aussi envoyer des dons à TVL. On peut aussi envoyer des dons à TVL. Voilà. Non mais bon, il y a vous faites une œuvre utile. Débat qui porte
sur l'Empire américain et son déclin. Alors, première question pour vous, donc Caroline Galacteros. Comment se manifeste ce déclin des États-Unis, d'après vous? Il se manifeste là, maintenant, depuis un an. Et quelles en sont les causes? Les causes, c'est l'excès d'hubris, pour moi. C'est-à-dire que les États-Unis sont allés trop loin dans la volonté de domination mondiale. Ils n'ont pas vu un certain nombre de sujets et ils les traitent tous de la même manière, c'est-à-dire par la décision d'écraser ceux qui résistent. Bon. Donc ça se traduit par une politique étrangère à laquelle nous donnons notre aval et nous sommes, nous aussi, nous sommes des proxys en Europe, il ne faut pas se faire d'illusions. C'est une politique de déstabilisation, ça n'arrête pas. Je veux dire, si vous regardez, là aujourd'hui c'est le Soudan, demain ce sera de nouveau la Biélorussie, après vous aurez le Kazakhstan, enfin ça n'arrête pas. Bon. Le Moyen-Orient, n'en parlons pas, il a été découpé en rondelles, littéralement. Donc c'est une politique du diviser pour régner, quoi. Divide et impera, c'est tout à fait... La fin de l'hégémonie du dollar. Mais justement, la fin de l'hégémonie du dollar, ça vient d'où? En fait, le dollar, c'était l'instrument de cette hégémonie américaine. Mais pourquoi? Parce que c'était un instrument de stabilité et de sécurité. Donc pour les pays qui acceptaient cette domination, de fait, c'est-à-dire le fait que l'Amérique vive à crédit sur le dos de la planète, le fait qu'on ne puisse pas faire de transactions hors dollar, etc. Tout ça, c'était, oui, mais on a une sécurité. L'Amérique assure une sorte de Pax Americana, avec tout un tas d'inconvénients, certes, mais quand même, grosso modo, c'est gagnant. À partir du moment où on a eu toutes les lois, toutes les sanctions de plus en plus lourdes, multiples, et évidemment, alors avec l'Ukraine, n'en parlons pas, mais je pense à l'Iran, je pense à la Russie, je pense aux banques françaises, je pense à tout ce qui est de l'ordre de ce qu'on appelle l'extraterritorialité du droit américain, c'est-à-dire une espèce de privilège exorbitant, autodéclaré, sur le thème, écoutez, quand on considère que ce que vous faites n'est pas dans notre intérêt, à nous, à partir du moment où on trouve l'usage direct, indirect, très très indirect d'un dollar, eh bien, on se réserve le droit, au nom, naturellement, toujours la même chose, d'un truc moral, l'anticorruption, de vous faire des procès, de vous attaquer, de vous faire rendre gorge, Bon. Et tout ce système de sanctions est allé trop loin. C'est-à-dire que c'est devenu un révélateur d'une rage, d'une fureur américaine et d'une volonté de contrôle qui n'est plus supportée. L'Amérique, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est en gros... faut se dire aussi une chose, c'est aussi... Pour moi, c'est une guerre de religion. Pourquoi je dirais une guerre de religion? Parce que c'est le protestantisme anglo-saxon contre le catholicisme romain. Et ce protestantisme anglo-saxon qui veut prendre la prédominance sur ce catholicisme romain. Et c'est pour ça aussi que... Pas seulement. Qui disparaît un oui, petit mais peu parce que... en partie. C'est pour ça aussi que la France... même si la France est une forme d'allié des Américains, plutôt vassal aujourd'hui, en réalité, la France est vue par les Américains comme étant l'ennemi à abattre. Et ça, ce que je ne comprends pas ici en France, c'est pourquoi est-ce que les gens, les Français aujourd'hui, et surtout à droite, parce qu'à droite, on va dire oui, mais c'est des Occidentaux comme nous, donc il faut aider l'Occident, machin. Non, il faut se battre contre ça, parce que l'Amérique nous mène une guerre. Et tant que nous ne serons pas à 6 pieds sous terre face aux Américains, eh ben, ils ne finiront pas, ils n'arrêteront pas. Ça, c'est une évidence. Et on a... Attends, je finis. Et on voit aussi d'autres outils, pas que le dollar. On a aussi le Great Reset, le numérique, Monsieur Schwab, le World Economic Forum mondial. Ça, c'est le mondialisme. Oui, mais le mondialisme, c'est le protestantisme mondialisé. Oui. Voilà.
Alors moi j'entends tout ce que vous dites, mais c'est quoi l'alternative? Parce que d'un côté, on a les Russes et la Chine, excusez-moi, mais moi je n'idéalise pas du tout leur mode de fonctionnement. J'ai pas envie de vivre comme en Chine et comme en Russie. Et les États-Unis, à vous entendre, c'est tout pourri. Oui, mais donc, la France a toujours vécu comme elle a vécu depuis 1500 ans. Donc vivons comme un Français, quoi. Je sais pas. France indépendante, et par exemple indépendante de ses choix stratégiques, il y a beaucoup de choses à faire avec les BRICS aujourd'hui. Pourrait retrouver le respect du monde à condition d'être souveraine, et pour être souveraine, de sortir donc de l'Union européenne. Mais on a un modèle, nous aussi, à inventer, de voir ce que ça a été aussi que d'appartenir à ce camp occidental plein d'hubris, avec ses traductions les plus glauques. On parlait du wokisme récemment ici, et de comprendre, de revenir à une société respectable. Aux États-Unis, comment vous expliquez, Caroline, bien que les États-Unis n'arrivent plus aujourd'hui à dicter leur politique économique, notamment, je pense, en matière énergétique aux pays du Golfe? Comment ça se fait que ça ne marche plus? Mais parce que... Alors, ça, c'est la question de l'Arabie Saoudite. La question de l'Arabie Saoudite... Il n'y a pas un risque de voir Ben Salman se faire assassiner si on va jusque-là? Il y a toujours un risque de voir plein de gens se faire assassiner. C'est sûr. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu la révolution des gaz de schiste. Donc la dépendance américaine au pétrole saoudien s'est arrêtée. À partir de ce moment-là, l'intérêt stratégique... Qu'est-ce qu'il faut penser de cette recomposition entre l'Arabie Saoudite et la Chine? L'intérêt stratégique de l'Arabie Saoudite a disparu aux yeux des Américains et a dû se recomposer aux yeux des Saoudiens. À partir de 2016, il faut savoir que les liens entre Moscou et Riyad se sont intensifiés. Parce que la diplomatie russe... il y a de la graine à prendre. Je veux dire, c'est du très, très, très long terme et du très haut niveau. Donc... ce à quoi on vient d'assister là, on vient d'assister à un truc qui est une gifle terrifiante dans la face américaine. L'accord entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, dont les Américains, depuis des années et des années et des années, nous expliquent que c'est impensable, ça ne peut pas exister. Ben si, ça existe. L'arrivée de Bachar el-Assad il y a quelques jours, réintégré en majesté au sein de la Ligue arabe, ça aussi, incompréhensible, inconcevable. On a tout fait pour ruiner ce pays, pour l'étouffer sous l'islamisme le plus radical, pour le démembrer, pour le pomper, pour faire une prédation terrible sur ses richesses. Ça n'a pas marché. Et voilà maintenant que l'Afrique, elle aussi, une partie de cette Union africaine, de cette recomposition se fait aussi dans cette partie-là du monde. Donc ça, c'est des signes qu'il y a une bascule, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas de pays qui n'ont pas besoin de s'aligner sur la Chine ou sur l'Amérique, qui vont aller faire leur marché. Et c'est ce que les Russes et les Chinois ont très bien compris. C'est pour ça qu'ils ne parlent pas de rebipolarisation du monde. Eux, ils parlent de polycentrisme, multilatéralisme, multipolarité. Selon vous, c'est juste un élément de langage en vue de leur propre hégémonie? La Chine, plus elle est... C'est toujours la même chose. C'est comme la Russie. Plus vous tapez, moins vous cherchez le dialogue, la confiance, la fiabilité. Ils apprendront l'expérience américaine, en fait. Plus vous poussez les autres à changer aussi de modalité de relation avec vous. Est-ce que finalement, Donald Trump, qui avait été donc président des États-Unis, on s'en souvient tous, est-ce qu'il avait parmi les États-Unis un peu sur les rails quand même par sa politique protectionniste notamment? Alors moi, je pense qu'il est terriblement rustique, Trump, à bien des égards, mais c'est un businessman, oui, c'est sûr. Vous pensez qu'il peut redevenir président, d'ailleurs, en 2024, vous? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais il n'y a pas eu de conflit. Ce serait pas le pire. Pendant son mandat, il n'y avait pas eu de conflit. Non, mais on lui en a créé. Et le premier et l'essentiel qu'on lui a créé tout de suite, dont il vient d'ailleurs à travers un rapport américain d'être fait litière, c'est-à-dire qu'il n'y a rien, tout ça c'était du flan, c'était monté, c'était le Russiagate, donc sur ses relations avec la Russie. Pourquoi? Parce que il trouvait qu'avoir un interlocuteur comme Vladimir Poutine, finalement, c'était pas si mal. Et il avait compris une chose fondamentale, c'est qu'il fallait
éviter que la Russie et la Chine ne s'allient trop étroitement. Ça serait passé autrement s'il était au pouvoir, là, aujourd'hui ? Je pense. Ah bah oui, ça je pense. Il n'était pas du tout en faveur d'une ostracisation de la Russie. Au contraire, il voulait la désarrimer de la partie asiatique de sa nature, on va dire, pour la réarrimer vers la partie occidentale. Puisque la Russie, elle se considère, plus maintenant, malheureusement, mais elle s'est très longtemps considérée comme une puissance européenne et comme un bout d'Occident, un morceau d'Occident. Eh oui, et ça n'a si, le cas. culturellement. L'aigle russe. C'est plus des orientaux que des occidentaux. Là-dessus, je suis pas d'accord avec vous. Mais non, mais allez à Saint-Pétersbourg. Pourquoi je vais vous dire ça? Parce que déjà. Allez à Saint-Pétersbourg. Non, mais déjà la religion. C'est quoi Saint-Pétersbourg? Non, mais déjà la religion. C'est une ville européenne, la religion qui est un marqueur culturel sépare, par exemple. L'Ouest à l'Est, c'est-à-dire la religion orthodoxe qui est le catholicisme oriental et le catholicisme romain, c'est pas la même chose. Et donc du coup, parce que on prend. Non mais je ne parle pas d'identité. Oui, mais on parle d'une partie de la nature d'un pays. C'est-à-dire, elle est profondément bifide, la Russie. Elle est eurasiatique. Si vous parlez de elle est géographiquement eurasiatique. Elle est géographiquement eurasiatique et elle est culturellement eurasiatique. Mais il est clair qu'aujourd'hui, elle a malheureusement, par dépit et par nécessité, littéralement basculé. Et évidemment, ce sera très difficile. La relation avec la Chine va être très compliquée parce qu'il y a une disproportion dans bien des domaines. Mais elle a aussi ses atouts. Pour revenir aux États-Unis, quelle est la responsabilité dans ce déclin américain de Joe Biden et de son administration, des démocrates aussi parce que finalement, ce déclin, il ne date pas d'hier. Parce que Joe Biden, on sait très bien que... Voilà. Si vous voulez, il y a un courant originellement démocrate, mais qui a aussi touché le Parti républicain, qui est le courant des néoconservateurs américains, qui sont les artisans de l'interventionnisme hégémonique américain sur la planète. Bon. Donc, tant qu'on a ces gens-là au pouvoir, que ce soit Clinton, que ce soit d'ailleurs lui ou elle, que ce soit Obama, à sa manière, que ce soit Biden aujourd'hui, ce sont des gens... Même Bush à l'époque, s'il n'empêchait pas la gauche de soutenir sur tous les plateaux de télé l'intervention en Irak, et qui sont les mêmes intellectuels aujourd'hui qui traitent la moitié de la France de poutinolâtre. On revoit juste ce qu'ils disaient chez Ardisson à l'époque, il faut y aller, les Goupil, les machins, les Glucksmann... Tout mai 68. On les retrouve là. On est dans la fine fleur. Il y a une infiltration volontaire. Par exemple, un exemple, le député Renaissance, c'est Benjamin Haddad, qui était responsable dans The Atlantic Council, qui est donc un think tank américain d'obédience très néoconservatrice, qui est maintenant député français. Est-ce que ça vous choque? Est-ce que vous pensez que ce sont des gens qui arrivent avec une mission, qui sont en mission, ou simplement il a choisi de changer d'activité professionnelle? C'est les deux, mon général. C'est-à-dire qu'ils sont à la fois convaincus et intéressés. Donc c'est de l'opportunisme et une part sans doute de conviction. Parce que voilà, quand vous êtes... il n'y a plus d'ENA maintenant, mais il y a quelques années, quand vous parliez d'intérêts nationaux dans un cours de l'ENA, vous posiez une question sur ce que c'est que les intérêts nationaux de la France, on vous regardait comme si vous aviez dit un gros mot. Voilà. Donc on est quand même dans un lourd trend, une lourde tendance de renoncement à nous-mêmes, de renoncement à la souveraineté, de renoncement à l'identité propre, de renoncement à l'Europe des nations. Tout le projet européen, européiste, fédéraliste, tel qu'on le vit et qu'on le subit, c'est ça. Et je reviens à ce que disait à l'instant Myriam Palomba, et derrière cette question sur l'État profond. On accuse souvent l'État profond américain d'être aux manettes derrière justement Barack Obama ou Joe Biden. Quel intérêt finalement, Caroline Galacteros, l'État profond américain aurait à abandonner l'hégémonie de ce pays? C'est aussi pas très logique tout ça. Mais ils ne veulent pas l'abandonner, ils sont prêts à tout pour ne pas l'abandonner.
Ils sont prêts à Quels tout. sont les intérêts profonds de l'État profond? Oui. Les intérêts profonds de l'État profond. Voilà. Alors. Enfin, les intérêts poursuivis par l'État profond. Les intérêts poursuivis par l'État profond, c'est essentiellement le fric, quand même. Hein. Donc, c'est de continuer à être ce qu'est l'Amérique par essence, c'est-à-dire un pays qui, sous un voile ou un narratif vertueux, démocratique, de développement, etc., de droits de Biden l'homme. est vraiment au pouvoir, vous? Non, pas du tout. Mais c'est pour ça qu'on veut qu'il se représente. C'est parce qu'il n'est pas au pouvoir, que donc les autres peuvent avoir le pouvoir autour. Donc c'est... Non. Mais donc derrière ce narratif, l'idée... Vous pensez qu'il est sénile, vous? Il y a un doute. Je ne sais pas. Enfin bon, c'est triste en même temps. Je ne vais pas m'acharner sur lui. Mais l'idée, c'est que l'Amérique, elle vit de, par et pour la guerre. Elle en a besoin. Elle est obligée. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si on dédollarise le monde, l'Amérique ne pourra plus emprunter et vivre à crédit comme elle le fait. Ça veut dire que leur niveau de vie va baisser. C'est un pays qui s'est embourgeoisé et ils ont besoin de cet argent. Moi, je me rappelle, attends, je finis. Moi, je me rappelle, pour parler de lobbying en Europe, moi, je fais des émissions avec Virginie Joron à Strasbourg. D'ailleurs, je la salue, députée, le Parlement européen, députée excellente. Et oui, je le dis, mais il faut le dire. Et donc, j'allais au Parlement de Strasbourg, et il faut voir ce qu'est le Parlement de Strasbourg. Ce n'est pas un Parlement, c'est une grande start-up. On a l'impression qu'on est chez Google. En plus, on a l'impression que ça parle que anglais et allemand, ça parle plus français. C'est pour ça que c'est content d'y aller. Oui, parce que on me l'a givé gratuit, c'est pour ça. Pour un député. Et donc, du coup, vous voyez des lobbyistes, vous voyez des entreprises à l'intérieur, vous voyez que c'est du business. Vous voyez, même des secrétaires, parce que c'est quand même elles qui font le job. Le Parlement qui vous européen, disent qui vous avez le droit de voir, de ne pas voir, de travailler, sur quoi vous travaillez, le Parlement sur quoi vous européen, travaillerez pas. c'est du business des Américains qui viennent faire leurs petites affaires. Myriam, Ça fait pas envie. on laisse parler Myriam. Juste une phrase. Si tu prends en ratio, tu as 7 lobbyistes à Bruxelles pour 1 député. Non mais moi en fait, excusez-moi, je suis peut-être complètement débile, mais pour moi tout ça c'est du cinéma. Enfin quand je vois Joe Biden, Monsieur Emmanuel Macron, Madame von der Leyen se rendre à Bali pour le G20, serrer les mains de Xi Jinping alors que c'est un tyran, qu'on se rend au JO de Pékin comme si c'était un pays ultra démocratique. Où est l'hégémonie? Où est cette volonté de vraiment opposer deux camps? Moi, j'arrive pas à voir deux camps qui s'opposent. Je vois deux camps qui se serrent la main quand ils ont des intérêts économiques communs, mais j'ai pas l'impression qu'on est sur deux camps totalement différents et distincts. C'est une bonne remarque parce que c'est vrai qu'il y a cette ambivalence. Oui, cette ambivalence permanente. Bien sûr, il y a des intérêts. Parce que quand il y avait Tiananmen, on a dit la Chine, on n'y va plus, etc. Là, on a été au JO, franchement, on fait comme si ce pays était devenu une démocratie. Mais parce qu'on ne peut pas faire autrement. Mais le sujet, et c'est là qu'on touche à l'idée même d'hégémonie, c'est de quel droit nous, vous, moi, nous permettons de dire aux Chinois qu'ils doivent avoir un régime comme ci, un régime comme ça, traiter leur population. Excusez-moi, les Chinois, ils ne peuvent pas se déplacer sans leur QR code. Non mais... justement, c'est pour ça que je te dis que c'est pas si distinct que ça, en fait. L'effondrement américain, c'est ça aussi, c'est que le principe premier des États-Unis, ce qui faisait leur soft power dans le monde, c'était la liberté. Cette liberté disparaît, les États-Unis ne sont plus fondés à donner des leçons au monde entier et le monde n'accepte plus les leçons des États-Unis. Et de l'Occident. Et l'Occident de façon générale. C'est fini. C'est ça qu'on doit comprendre. Parce que si on met encore 10 ans à comprendre ça, il n'y aura plus personne. Hein. Et moi, je crois que on sera mort. Dans une vue mondialiste des choses qui unit à la fois les États-Unis et la Chine. Je ne le vois pas comme une guéguerre entre les deux clans. Vous savez, quand même, tout ce qui est fait pour déstabiliser les États, ça a été Hong Kong, aujourd'hui c'est Taïwan, ça n'arrête pas. Ça se fait toujours au nom de la démocratie, c'est-à-dire on invente toujours, on va toujours payer une bande de gens au départ. C'est toujours la même chose. Vous avez des ONG qui sont envoyées là, qui ont beaucoup d'argent, qui commencent à payer les gens, à leur expliquer qu'ils sont malheureux, qu'ils ont ci, qu'ils ont ça. Mais la question de fond, c'est
qui sommes-nous pour décider qu'il doit y avoir un modèle politique de développement sur la planète? Ça, c'est ce que j'appelle l'hubris. Et c'est ça qui nous a tués. Mais la Chine, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est fini. Pour l'instant. La Chine, c'est 1,4 milliard d'habitants. Ils ont bien compris qu'ils étaient sous le... Il y a l'Inde à côté. Sous le joug, enfin sous l'œil plutôt américain et anglo-saxon et européen, et qu'on continue à leur donner des leçons. Ça les fait rire doucement maintenant. C'est fini. Plus personne ne l'accepte. Il faut comprendre. Non mais d'accord, mais là quand je vous entends, j'ai l'impression que la Chine c'est merveilleux. Mais c'est pas la question. Je sais pas. La Chine c'est quand même vachement immiscée dans nos. Enfin, on parle des États-Unis, mais les Chinois sont quand même très présents en France. Le nom de Young Chinese Leader qu'on a en France, c'est pas une légende urbaine. Au niveau de la dette française, elle est beaucoup prise aussi par les Chinois. Donc c'est pas, enfin moi pour moi c'est pas l'Eldorado quoi. Non mais c'est pour ça qu'il ne faut pas réfléchir idéologiquement, parce que une fois que vous avez dit ce que vous avez dit, qu'est-ce que vous faites? On parle plus avec les Chinois. Qu'est-ce que vous faites? Vous parlez plus avec les Chinois? Alors, les Russes, vous parlez plus avec les États-Unis, mais pour moi c'est qui? Ah non, on ne fait que parler avec les États-Unis. Enfin, plutôt, il n'y a que qui parle, c'est différent. Oui, on répond, donc, on hoche la tête. Bon, mais c'est le monde tel qu'il est. C'est la matière première du monde. Vous ne pouvez Moi, j'aimerais faire le lien avec la guerre en Ça Ukraine. ne marche La responsabilité des États-Unis dans cette guerre en Ukraine, elle est évidente. Elle est première, oui. Et sur la durée de cette guerre aussi? Ah ben oui, bien sûr, mais on pourrait très bien, même encore aujourd'hui... Mais finalement, c'est pas une opération assez réussie du côté des États-Unis, parce qu'ils ont réussi à couper le monde en deux, justement, à se repositionner sur le marché d'énergie et à redonner un rôle de premier plan à l'OTAN. Pour l'instant. Pour vous êtes plutôt pessimiste. Mais ils ont aussi engagé un mouvement qu'ils ne maîtriseront pas, qu'ils ne maîtrisent pas. C'est la panique aux États-Unis. Enfin, vous avez vu les problèmes qu'ils ont là, la dette, le plafond de la dette, et nous. C'est pas la guerre qui a engendré ça. Poutine a commencé sa vie en tant que chef d'État par une volonté de se rapprocher énormément de l'Occident. Au quoi les États-Unis ont mis des bâtons dans les roues depuis 25 ans. Oui, depuis qu'il est là. Depuis qu'il est là. Donc. Cette guerre en Ukraine, finalement, Poutine avait déjà commencé à comprendre qu'on allait le traiter comme la dernière des merdes et qu'il allait falloir qu'il se rapproche d'autres pays, de la Chine, de l'Inde, etc. Il le fait depuis des années. Il le fait depuis des années, mais il avait quand même cette volonté d'être réintégré, de s'intégrer à l'Occident, sur quoi les États-Unis ont bloqué le truc. Juste pour te répondre sur le sujet de la Chine, de pourquoi est-ce qu'il se serre la main, etc. Mais les rapports diplomatiques étaient très bons entre Staline et Hitler 2 semaines avant l'invasion. Tu peux pas prendre 14 ennemis en même temps. Quand tu écoutes les stratèges néoconservateurs, ils ont un agenda de pays après pays, guerre après guerre, bataille après bataille. Tu vas pas te foutre la Russie, l'Inde et la Chine en même temps sur la gueule. Mais regarde ce que tu dis sur les JO, il n'y a pas de problème. Avec la Russie, on se pose la question de savoir s'ils viennent. Le boycott médiatique est total, le boycott économique est total. Donc pour l'instant, c'est les Russes qu'on traite comme des merdes. Et puis, si jamais ça se réglait, l'invasion de Taïwan étant dans pas trop longtemps, ce sera les Chinois. Mais tu vas pas te foutre, tu vois. Un front à l'ouest, un front à l'est, un front à nord, un front au sud, les Chinois, les Indiens, puis insulter les papous. À une certaine époque, de condamner certains faits. Là, on n'a rien condamné du tout. Je veux dire. Ils condamnent un peu. Non, enfin, en ce qui concerne la Chine, je suis désolée, on n'a rien. Ça va changer quoi qu'ils condamnent? Mais on n'a rien condamné. Non, mais excuse-moi. Les Chinois vont dire tiens, on change. Monsieur Macron a condamné. C'est même pas pire que ça, messieurs. C'est-à-dire que ce qui se passe, la façon dont fonctionne ce pays, on est en train de la porter en Europe. Et franchement, ne pas le voir. Oui, mais en lançant ce qu'ont fait les États-Unis en poussant la Russie à la guerre et en se plantant sur leurs calculs précisément, c'est qu'ils sont en train eux-mêmes d'accélérer leur mise en défaut et le défi chinois en Eurasie. Ils ont finalement provoqué l'inverse de ce qu'ils souhaitaient. Ils souhaitaient isoler la Russie, elle n'a jamais été moins isolée, parce qu'il n'y a que nous pour penser que la Russie est isolée. Je veux dire, il n'y a que LCI, quoi. Ouais. Je veux dire, c'est juste... Non, hein? Oui, non, mais je vous écoute. Non, mais c'est vrai. Donc, on croit que le monde occidental, c'est le monde. C'est comme dans les années 90, on disait la communauté internationale.
Alors la communauté internationale est contre la Serbie, contre ci, mais la communauté internationale, c'était rien. C'était les pays qui suivaient les États-Unis. Voilà. Même c'était le monde libre avant, c'était horrible. Oui, le monde libre, c'est encore plus Donc infect. on est dans un, on refuse en fait, on est dans une, comment dirais-je, une schizophrénie et en même temps un autisme. On est complètement autiste stratégique, quoi. Qui a le plus de chances de sortir vainqueur de cet affrontement, autant entre États-Unis, Chine Ah bah moi je pense que la balance est partie de l'autre côté, là. Ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué, et s'il y a des victimes collatérales, ce sera nous. Ce ne sera pas l'Amérique. Oui, j'allais dire, voilà, est-ce que l'Europe n'est pas la grande sacrifiée de Ah bah on est complètement... Mais on est des otages consentants, si vous voulez. On est tellement... Et souriants. On leur court après. On est tellement idiots. C'est-à-dire, on ne comprend pas notre intérêt, qui est pourtant manifeste. C'est évident. Est-ce qu'on a encore le pouvoir aussi de... Est-ce que l'Europe, si ce n'est pas la France, est-ce que c'est l'Europe c'est-à-dire que plus Mme von der Leyen s'octroie des pouvoirs qu'elle n'a pas statutairement, et plus on la laisse faire en trouvant formidable et en expliquant que les États sont trop petits et que l'échelle européenne est la seule valable pour exister encore, plus on se met en situation de ne pouvoir rien faire et d'être des victimes. Mais en réalité, ça, c'est sûr. le déclin s'il n'y a pas de sursaut, on est mort. Plus que celui de l'Amérique, parce que même s'il y a une forme de déclin américain, mais l'Amérique a quand même un budget militaire de 800 milliards par an, c'est-à-dire en gros tout le budget militaire du monde. 1/10 du budget de la Russie. Voilà. Mais donc c'est intéressant. Ça, oui, mais du coup, vient de dire 1/10 du budget de la Russie. Où est l'agresseur là Mais par conséquent, du coup, l'Amérique, a une forme de déclin, mais ça n'ira pas au-delà. Mais en réalité, le vrai déclin... 10 fois, le budget de la Russie. Oui, 10 fois le budget correction. Non, pardon. Mais ça, 10 fois le budget de la Russie. J'avais compris. Voilà. Mais ce que signifie en fait qu'en réalité, le vrai déclin plus qu'américain, c'est le nôtre. Oui, c'est notre déclin à nous. Parce que les Américains, ils resteront ce qu'ils sont. Ils resteront, allez, s'ils ne sont pas premiers, ils sont peut-être deuxième, allez, troisième. Mais nous, notre déclin, il est infini. Et il faut voir la différence du déclin européen et français entre, je sais pas moi, 2002, c'est-à-dire début du siècle, et aujourd'hui, en l'espace de 20 ans. Entre le moment où Jacques Chirac et M. de Villepin ont refusé la guerre en Irak et aujourd'hui, mais il y a un gouffre immense. Et c'est nous qui devons nous regarder. C'est notre introspective en réalité, cette émission aujourd'hui. C'est pas celle des Américains. Je suis d'accord, mais c'est pas, enfin, je sais pas, je tourne peut-être en rond, mais c'est pas voulu ce déclin, parce que, je sais pas, ils sont aussi débiles que ça, enfin... C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un prisme de compréhension et d'appréhension de la réalité, qui est un prisme moral, qui est un prisme sur des vertus supposées que nous aurions, que n'aurions pas les autres, etc., etc. Non, mais la morale au sens contingent. On est en plein dans une dimension de valeur inversée actuellement. Donc c'est ce que je dis. Mais l'Occident fonctionne et prétend s'imposer au nom de valeurs. La démocratie, telle qu'on la vit nous, la liberté, le capitalisme tel qu'on le vit nous, la solidarité telle qu'on la vit nous, comment dirais-je, la prétention à venir dire aux autres pays « Ah mais vous n'êtes pas une démocratie, ah mais vous ça va pas non plus, ah mais vous les Ouïghours, les machins ». Enfin je veux dire, on leur en trouve toute la sainte journée. Imaginez qu'on vienne nous dire ça. Imaginez qu'on vienne nous dire « Ah non mais dites donc, mais ça va pas du tout, mais vous avez vu comment vous traitez les Bretons ?» Ah non, mais alors... Et puis alors la Corse, ou les non-vaccinés, ou je ne sais quoi, mais enfin, mais ça ne va pas, mais enfin, non. Bon, enfin, je veux dire, on est dans un, pour moi, on est dans un processus de dilution identitaire de l'Occident et certainement de la France, parce qu'on ne... Par ricochet, le déclin de l'Empire américain, c'est le déclin de la France. Il y a des chefs d'État en Europe c'est voulu. Qui sont persuadés que la seule échelle valable pour les nations européennes, c'est l'État fédéral unique européen. Oui. Voilà. Et vu que les gens ne veulent pas y aller, il faut leur dire et leur vendre la nécessité d'y aller. La nécessité d'y aller passe par la paupérisation de ces populations, de leurs conditions de vie, de l'augmentation de l'insécurité, de beaucoup de choses, dans le but de justifier que, à l'échelle européenne, ces problèmes contre lesquels, soi-disant, nous ne pouvons rien faire,
sont des problèmes qui pourront être résolus. Voilà, si tu ne détruis pas le truc, t'as pas envie d'y aller en Europe. C'est vraiment leur la France projet, est un pays beau à vivre. Qu'est-ce que je vais aller foutre avec des Allemands? Enfin, il faut bien qu'on m'explique que mon pays c'est de la merde. Oui, c'est vraiment leur projet. Ayant un passé un peu trouble, il m'est arrivé d'avoir quelques discussions avec Bruno Le Maire, et je me souviens d'un jour où il disait. Attends, tu discutes avec Bruno Le Maire? C'était il y a près de 10 ans. Quel âge On a tous. Je ne passe. Et il disait, le mot fédéralisme est un gros mot en France. Dès que vous le prononcez en réunion publique, les gens se tirent, et donc il faut faire du fédéralisme sans jamais en parler. Bah oui. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Oui, de la même manière que Jacques Attali avait fait une conférence absolument fabuleuse dans laquelle il se vantait devant un public hilar. Toi, tu parles en bouffant. Pardon. Mais je pensais pas que t'allais me donner la parole. Je pensais pas que t'allais me donner. Non, vas-y, déglutis. Et ça va, elle est bonne, la petite tranche de sauciflard? Ça va. Jacques Attali avait fait une conférence où il explique devant un public qui se gausse qu'ils ont rédigé les statuts du deuxième traité, donc du traité de Lisbonne, pas de Maastricht, pardon, en omettant volontairement une clause qui permettrait d'en sortir aisément. Donc en fait, il y a un cynisme qui est avoué, il y a des gens qui sont pas la bourgeoisie en tant que telle, mais ce que je pense des gens comme Christopher Lasch appelaient l'hyperclasse, c'est-à-dire une nouvelle aristocratie, celle qui trouve que finalement on est plus proche, Tokyo est plus proche de Paris que le Limousin n'est proche de Paris, ces gens-là qui se sentent bien dans les hôtels, qui détestent les bourgeois. Parce que c'est eux qui vont être spoliés, il faut pas rêver. Macron, les pauvres, il les a saignés pendant le premier quinquennat. Maintenant, ce qu'il va prendre, c'est l'argent de Papy et Mamie Gâteau qui ont voté pour lui, qui vont être contents d'aller à l'abattoir. Mais ceux que Macron va saigner, c'est les bourgeois. Elle a raison du rachet quand elle te dit les Français se rassurent, hein, on va pas augmenter les impôts des pauvres. Bah non, ils peuvent pas les payer. Donc bien sûr que c'est pas eux que tu vas taxer. Ils te mentent. Alors il y a la retraite, il y a tout ça pour terminer ce qu'avait fait Sarkozy. Mais une fois qu'on aura pillé les classes moyennes, une fois que cette hyperclasse aura pris ces capitaux-là, parce que ces capitaux-là ne sont plus ceux de la bourgeoisie encore un peu enracinée. Quand ils sortent de France, tu les revois plus, ils n'existent plus, ils sortent de la comptabilité réelle. Eh ben, il n'y aura plus d'argent et il faudra bien dire, bon ben voilà, la bourgeoisie est morte, les prolos sont morts, les classes moyennes n'existent plus, maintenant c'est l'Europe, parce que sinon c'est fini. Mais c'est pour ça que je vous dis, c'est pour ça que pour moi, on est en train de... C'est exactement ça, c'est pour ça que je dis qu'on calque aussi le modèle chinois, donc on n'est pas vraiment dans ça va être l'URSS en Europe. On n'est pas forcément dans une opposition Sauf que le Chinois, aussi. il bosse. Est-ce que la Chine est bosse toujours aussi sérieusement, il puissante bosse économiquement? Pardon. Est-ce que la Chine est toujours aussi puissante économiquement? je pense qu'en dépit de tous nos rêves les plus fous et de tous les incidents de parcours qu'on veut lui trouver. On dit qu'il y a des problèmes économiques croissants quand même. Mais bien sûr qu'il y a des problèmes, mais vous avez vu les nôtres? Vous avez vu les nôtres? Je veux dire, c'est... Oui, on peut toujours dire qu'il y a des problèmes chez les autres, mais regardons où nous en sommes. La nôtre, elle disparaît. Voilà. Ils ont c'est quand même un pays de près d'1,5 milliard d'habitants qui a réussi à sortir 800 millions d'habitants de la vraie grande pauvreté où tout le monde se trouvait à la sortie de l'époque Mao quand même. Bon, donc c'est colossal. Donc on peut toujours dire, moi je me souviens d'avoir entendu un grand ambassadeur de France auquel je parlais des routes de la Soie, mais au tout début du projet, donc c'était 2011-2012, enfin il y a 10 ans. Ambassadeur de France? Non, je ne dirais pas, mais qui connaît très bien... Il a été ministre ou pas, non? Non, qui connaissait bien le pays, etc. Je lui ai parlé des routes de la soie, il y avait des banquiers, il y avait des gens, tout un tas de gens qui discutaient de la Chine, de ce qu'était la Chine, des problèmes de la Chine. Et il a dit, oh, les routes de la soie, mais non, mais c'est ridicule, mais ils vont perdre de l'argent, mais ça ne sert à rien, c'est vraiment un projet, c'est un truc Potemkin. Non. Il y a du boulot pour remettre la diplomatie, pour lui remettre les yeux en face des trous. L'idéologie est forcément mauvaise conseillère en tout. Sur la provocation des États-Unis par rapport à Taïwan, vous en pensez quoi? C'est un peu dangereux, non? Ils cherchent quoi, les États-Unis? Vous allez sur le site du département d'État et vous verrez que les États-Unis reconnaissent qu'il n'y a qu'une seule Chine. Donc, tout ce battage, ce truc qu'on nous fait sur Taïwan, Pelosi, machin, enfin bref, on essaie de nous expliquer que c'est un problème, c'est un sujet, c'est vraiment la liberté de Taïwan. Bon, alors, d'abord, c'est monté, bien sûr, on construit l'ennemi. De toute façon, l'Amérique fait ça très très bien, elle construit l'ennemi.
Et puis elle le crée éventuellement, comme dans le domaine islamique, elle crée bien aussi. Et alors, donc Taïwan, il y a 2 sujets essentiels. D'abord, c'est que ça appartient à la Chine, et c'est la seule conditionnalité politique que la Chine met systématiquement à son soutien financier, à quelque État que ce soit. Vous reconnaissez qu'il n'y a qu'une seule Chine ? Amen. Bon. Donc il y a 2 problèmes pour les Américains vis-à-vis de la Chine, et c'est à ça que sert Taïwan, c'est que la façade orientale de Taïwan est celle où il y a des grands fonds et où les sous-marins chinois peuvent immédiatement descendre et devenir furtifs. Alors que dans les mers intérieures, il y a des tout petits fonds, ce n'est pas des bacs à sable mais pas loin, et donc on les voit et ils sont regardables par les Américains. Bon, donc il est très important pour les Chinois de pouvoir à un moment donné rendre opérationnelles ces bases. Bon, premièrement. Deuxièmement, il y a la question des semi-conducteurs. Donc là, les Américains sont en train de relocaliser une grande partie de la production taïwanaise de semi-conducteurs et de puces, etc., de 5e ou je ne sais plus combienième génération aux États-Unis, avec des incentives énormes. Donc il y a un enjeu économique, c'est tout. Mais pour le reste, c'est juste pour emmerder les Chinois et pour créer une hostilité à laquelle, jusqu'à présent, Pékin a répondu de manière assez claire, c'est qu'on ne touche pas à Taïwan. Voilà, si vraiment vous nous poussez, on va finir par... Je me demande une chose, on connaît vos positions, qui sont excellentes, évidemment, hein. Mais moi, ce que je ne comprends, je n'arrive toujours pas à comprendre, c'est comment se fait-il que vous étiez engagé en politique auprès de M. Zemmour, alors que ses positions à lui, elles sont un antipode de ce que vous pensez. Eh bien, c'était une excellente question. C'est une excellente question. À laquelle je vais répondre. Non, alors, je ne dirais pas qu'elles sont aux antipodes. Je dirais qu'elles ont terriblement évolué entre le moment où nous avons fait connaissance et le moment où il m'a demandé de l'aider, et le cours de la campagne allant, et voilà, et la manière dont cette campagne a été emboîtée et menée. Voilà. Et à un moment donné... Il a changé durant la campagne ? Je vais pas... Il y a 10 ans, j'ai pas envie radio, il disait il faut sortir de l'UE, il faut sortir de l'OTAN, il faut revenir mais bon, là, c'était il y a un an. Hein. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en général, sa personne a évolué d'une position à une autre. Des questions géopolitiques étaient assez souveraines, assez orientées sur la souveraineté française, même très orientées sur la souveraineté française. Simplement après, il y a eu un enveloppement de sa campagne et de ses positions propres, voilà, par tout ce qu'il y avait autour de lui. Et à un moment donné, moi, je me reconnaissais plus du tout dans tout ça. On va arriver bientôt au terme de cette émission, Caroline Galacteros. Quelles sont les solutions à disposition, justement, de l'Empire américain dont on parle, pour se survivre à lui-même, justement, parce que c'est ça le... Capacité de nuisance, capacité de déstabilisation, capacité de fragmentation. C'est la guerre, le seul échappatoire. Essayer de se maintenir... Emmanuel Macron, là. Pardon ? J'ai l'impression que vous parlez d'Emmanuel Macron. Non, je n'irai pas jusque-là. Mais voilà, le Moyen-Orient est certainement un endroit où l'Amérique va essayer de continuer à sévir. Parce que là, avec l'accord, l'Europe, bien sûr, mais là, avec l'accord qui vient d'intervenir, c'est très très compliqué pour eux. C'est très compliqué pour Israël, mais c'est très compliqué aussi pour eux. Donc, je pense que... On n'est pas encore prêt de voir les Américains sortir de Syrie, par exemple, où ils sont en toute illégalité depuis fort longtemps. Et justement, cette situation extrêmement tendue en Israël et en Palestine, vous en pensez quoi, là, petite parenthèse ? Je pense que les accords d'Abraham ont du plomb dans l'aile. Les accords donc patronnés par Trump pour essayer d'officialiser une relation entre Israël, l'Arabie Saoudite, les Émirats, un certain nombre de pays, et donc de réconcilier Israël avec une partie de son environnement, contre des contreparties économiques considérables, bien sûr. Là, ce que viennent de faire les Chinois, en patronnant cet accord saoudo-iranien, c'est une manœuvre diplomatique énorme. C'est un coup de tonnerre, pas dans un ciel bleu, mais c'est un coup de tonnerre. Donc je pense que la Chine, qui bien sûr pense à la reconstruction aussi
du Moyen-Orient, de l'Irak, de la Syrie et de l'Ukraine d'ailleurs, pourquoi pas. Voilà, elle a des arrière-pensées qui sont aussi économiques, mais qui sont celles aussi d'un broker de paix. Voilà. D'ailleurs, elle fait très attention dans ses déclarations, qui sont vraiment en soutien de la Russie, mais où elle essaie quand même de garder... Mais les Américains, d'ailleurs, lui ont jeté à la figure son plan de paix. Il y a une chose dont on n'a pas parlé aujourd'hui dans ce débat, c'est le wokisme. Voilà encore une nouvelle arme. Oui. C'est une nouvelle arme que les Américains nous envoient, et visiblement... Firefox. Iceland aussi. Ah mais d'accord. Mais... Ils ont balancé la bombe à 2 mètres de leur frontière. Hein. C'est un peu con comme vous. Non, ils sont baisés comme tout le monde. Enfin, non, ils sont moins baisés que nous, si je puis dire. Ah non, ouais, ah bah bien sûr. D'ailleurs, un esprit un peu chagrin pourrait se demander si des pays extérieurs aux États-Unis n'avaient pas tout intérêt à ce que le wokisme s'y développe, pour autodétruire en fait la nation américaine. Poutine a vu que c'était un talon d'Achille et appuie énormément là-dessus dans son discours politique. Mais je pense qu'il y croit. Mais les Russes, la Chine, par exemple. On a parfois accusé la Chine d'avoir financé des mouvements proches du wokisme aux États-Unis dans un but de déstabilisation de la société américaine. Je n'en sais rien. Je ne sais pas. Je pense que les Américains sont bien assez... s'ils sont capables de le faire tout seuls déjà, parce que c'est un peu, parce que c'est l'exaspération de l'individualisme finalement. Donc c'est à la fin, c'est la dictature des minorités, c'est ça, on va trop loin. Et ils essaient bien sûr de faire ça aussi dans nos pays. Mais le wokisme, alors ce que je voulais dire, c'est que en Russie, vous avez une cohérence. En fait, nous, on a perdu la cohérence parce qu'on a perdu la notion de haut et de bas, parce qu'on nous explique que tout se vaut, parce que voilà, parce que c'est le venez comme vous êtes, quoi. C'est McDo, c'est McDo, c'est notre mantra culturel et comportemental. C'est ouais, bah c'est bien, stop, ouais. Voilà. Bon, donc le wokisme, c'est ça. C'est qui que vous soyez, mais c'est formidable, mais on va vous monter ça en épingle. Qui que vous soyez, si vous faites partie de la catégorie des gens respectables. Oui, mais il y a tout un alphabet quand même, hein, donc c'est pas mal. Il y a tout un... Oui, mais est-ce que le wokisme n'est pas encore une fois une sorte de mécanique de consolation, c'est-à-dire que la liberté qu'a fait de l'Occident un phare disparaît de l'Occident et on dit aux nouveaux esclaves, vous choisirez votre genre et votre prénom. Tout à fait, ça c'est vrai. C'est un lot de consolation. En même temps, c'est le signe de la décadence totale. Et en même temps, c'est un marché extraordinaire. Parce que, vous allez dire que je suis cynique, mais enfin, ce tronçonnage, cette atomisation des identités, mais à chaque identité son marché. À chaque identité ses loisirs, à chaque identité ses vêtements, à chaque identité son style de vie, sa volonté, enfin bref. C'est l'excès du capitalisme, c'est son donc et il y a des études, alors je me souviens plus des noms, mais j'ai eu ça entre les mains, il y a des études de grands cabinets anglo-saxons qui montrent l'intérêt de ce saucissonnage, de cette, comment dirais-je, oui, cette atomisation des clientèles, finalement. Des clientèles dont il va s'agir, au nom de leur liberté, de leur respect, de blablabla, de pouvoir, évidemment, satisfaire tous leurs besoins propres et singuliers. Et tellement important. C'est tellement important. Voilà. Bon, quant à la Russie, la Russie, comme la Chine, d'une certaine manière, sont des pays où il y a encore une colonne vertébrale. Alors on va appeler ça la dictature. Est-ce que la Russie, la Chine résistent au wokisme? Je pense que c'est pas tellement le problème en Russie. Je pense que... Mais non, mais faut pas croire. Même en Russie et en Chine, il y a des gens qui. Non, mais bien sûr, qui se sentent non binaires ou je sais pas quoi. Hein. Non, mais c'est comme. S'il y en a 30%. Enfin, si vous voulez, la question c'est est-ce que ces ultra-minorités doivent devenir la norme? Bon. Est-ce qu'elles ont besoin de devenir la norme? Est-ce que les autres ont besoin de se conformer à cela? Non. Après, c'est pas, on vous cloue pas au pilori parce que vous avez des goûts, je sais pas moi, des attirances, je ne sais quoi. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est que vous n'allez pas expliquer aux autres que maintenant c'est vous qui dominez, c'est vous qui décidez pour eux ce qu'ils doivent penser, porter, dire, être. Non. Voilà, et c'est certainement pas en Russie qu'on va faire du prosélytisme homo ou je ne sais quoi dans les classes en primaire. Non, ça c'est sûr. Ça c'est même pas envisageable.
Là, si Poutine faisait ça, il serait mort tout de suite. Tu peux pas faire prendre un truc comme ça dans un pays qui n'est pas une démocratie libérale, en fait. Tu vois ce Mais que je veux même dire ? En Chine, qu'est-ce que tu veux que le mec il va arriver, il va dire oui, alors maintenant je veux qu'on m'appelle lui. Bah déjà tu vas retourner à l'usine parce que ça va se passer comme ça. Et puis on t'appellera lui, elle, et on t'appellera machin si on a envie de t'appeler machin parce qu'on est l'administration centrale du PCF, enfin du PCF, du PC. Allez, le mot de la fin pour Caroline. Le mot de la fin, on arrive au terme de cette émission vraiment cette fois. Caroline Galacteros, vous êtes optimiste malgré tout pour les prochaines années, pour la France? Maintenant, il veut aller sur une île. Je suis pas très optimiste, non. Mais bon, c'est toujours le grand sujet. Il faut essayer d'être lucide sans être désespéré, quoi. Voilà. Eh bien, écoutez, on va en tout cas essayer de nous terminer sur une note humoristique avec les caricatures de notre ami Ignace. Tout d'abord, eh bien, c'est Joe Biden qui nous dit « Le monde ne nous obéit plus à la démocratie, aux droits de l'homme, au wokisme, au cancel, au LGBTQI+, tu te soumettras. » Voilà, on peut l'applaudir. Biden va mal. Je me suis pris des coups de briques, joli. Et enfin, la dernière, toujours libre les USA, crise du dollar. Et on voit évidemment la statue de la liberté en jaune. Voilà, en tout cas, c'était un plaisir. Merci beaucoup, Ignace. On va donc vous remercier infiniment, Caroline Galacteros, d'être venue.